Chers téléspectateurs de la RTCE, bonsoir et bienvenue à votre émission DH à la portée de tous. Mais cette émission, elle est votre émission préférée, une émission de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, en sigle AIDEF. AIDEF, c'est une structure qui milite pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous une invitée de marque. Elle s'appelle Madame Morena Moadi. Madame Morena, elle est présidente de la Ligue de jeunes femmes du parti politique FONUS. Elle est également présidente de l'ASBEL Femmes avec une vision d'aigle. Et aussi, nous tenons à signaler que Madame Morena, elle est candidate députée provinciale de la commune ou dans la commune de Kinshasa. Alors, bonsoir Madame Morena. Bonsoir, merci d'être venue. Avec Madame Morena, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit vraiment d'un sujet qui est à la une, un sujet d'actualité. Avec Madame Morena, nous allons parler de la participation de femmes au processus électoral du 20 décembre 2023. Étant donné qu'elle est femme, alors avec elle, nous allons parler de ces sujets. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez bien, avant d'entrer dans les vifs du sujet, nous touchons toujours les questions d'actualité. Alors, nous tenons à signaler que il y a deux nouvelles lois qui ont été publiées au journal officiel depuis le 8 juillet de cette année. Il s'agit de la loi sur la protection et la responsabilité de défenseurs de droits humains et la loi portant principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Ce sont là deux lois qui ont été publiées. Et AIDEF étant une structure, comme je l'ai dit tantôt, qui milite pour la promotion et la protection des droits de l'homme, a déjà démarré avec de plaidoyers par rapport à la mise en œuvre de cette loi-là, parce qu'elle est vraiment méconnue du grand public. Alors nous, AIDEF, nous sommes là pour les plaidoyer, surtout par rapport à la situation des détentions de personnes dans les maisons d'arrêt. Par exemple, dans la prison de Makala, il y a beaucoup de gens qui sont là. Dans la prison de Ndolo, il y a beaucoup de gens qui sont détenus là sans titre valable. Alors nous pensons et nous espérons qu'avec la venue de ces nouvelles lois, cela va vraiment nous aider pour désengorger nos prisons. Alors je ne sais pas, Madame Morena, étant... nous espérons en tout cas futur député provincial. Est-ce que vous pouvez mettre un point de vue par rapport à ces deux nouvelles lois? En tout cas, premièrement, je salue cette loi. C'est quelque chose de très bien, surtout pour la loi qui protège les défenseurs des droits de l'homme. Avant, on pouvait bien agir au compte de défenseurs des droits de l'homme, mais rien ne protégeait. Donc, comme la loi est au-dessus de tout, nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est encore une très bonne chose qu'on ait voté cette loi pour protéger les défenseurs de droits de l'homme. Partant de la loi pour le processus pénitentiaire, c'est vraiment très important aussi. Parce que moi, je connais d'autres personnes qui ont été oubliées par des magistrats là-bas. Ils subissent toujours de peines qui ne sont même pas le leur, mais ils sont là-bas parce que on n'a pas encore reçu la lettre de leur libération. Mais avec cette loi, je pense que les prisons seront vraiment dégagées, que ceux qui ont eu à purger leur peine seront libres selon la loi. Et voilà. Vraiment, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une très bonne chose parce que dans cette loi-là, il y a un article, puis particulièrement l'article 27, qui donne le pouvoir aux gardiens de prison avec un délai de 48 heures. Lorsque une personne, son temps ou le délai tentant d'expirer en prison, il doit écrire au magistrat instructeur pour demander la libération de cette personne-là. Alors, si le magistrat instructeur ne réagit pas, les gardiens de prison aujourd'hui, ils ont ces pouvoirs-là de libérer. Alors, nous tenons à signaler que cette loi est venue aussi abroger l'ordonnance 344, qui est même la Bible qui utilisait le gardien, le régime pénitentiaire. Donc, avec
l'ordonnance là, c'est vraiment abrogé. Donc, comme vous l'avez dit, nous saluons vraiment la promulgation de cette loi-là et nous ferons des efforts pour encore mieux vulgariser parce que c'est encore méconnu du grand public. Alors, toujours dans l'actualité, nous allons parler de la formation de formateurs sur l'observation des élections du 20 décembre 2023. Alors, nous encourageons, en tout cas, nous encourageons les candidats à préparer leurs témoins et aussi le membre de la société civile à veiller vraiment à veiller et à observer les élections en vue de renouvellement des mandats. Cela veut dire qu'on aura de nouvelles têtes, on aura ceux qui vont encore rester, d'autres qui vont partir. Alors, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, Madame Morena, en tant que candidate, je suis sûre que vous avez aussi des témoins. Dites-nous un peu en quelques minutes comment ça se passe de votre côté. Bon, personnellement, de mon côté, j'ai eu une expérience un peu plus personnelle parce que je n'attends pas que le formateur vienne former mes témoins, mais j'ai déjà commencé avec eux par rapport à des expériences que j'ai reçues de personnes qui sont déjà dans ces milieux-là, dans ces secteurs-là, qui ont eu à passer sur le même chemin que moi. J'ai eu à avoir des techniques venant de ces personnes-là. Comme aujourd'hui, j'avais un travail de formation avec les témoins. Je leur ai montré de petits détails, de choses à suivre en attendant la formation pour les témoins. Vraiment. En tout cas, nous vous encourageons beaucoup. Alors, nous tenons à rappeler qu'avec Madame Morena, nous allons parler de la participation de femmes au processus électoral et aux élections du 20 décembre 2023. Alors, Madame Morena, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la participation de femmes au processus électoral? Parce que c'est un concept, vraiment, qu'on en parle, il faudrait qu'il y ait la participation de femmes. Alors, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent comprendre de ces concepts? Bon, moi, je vous ramène dans le fait dans le dire au fait de notre président et son souhait. Parce que le président de la République avait souhaité de voir 50% de la participation de femmes à ces élections, mais fort malheureusement, il n'y a que 17%. Et je comprends il y a un problème. Parce que la femme, ou soit les femmes, représentent 62% de la population congolaise. Mais ça pose un problème si ces femmes ne participent pas. On a remarqué qu'elles ne participent pas parce que dans la participation, quand le parti allie plus de candidats, vous verrez qu'il y a plus d'hommes que des femmes. Mais maintenant, je suis en train de constater un changement. Il y a aussi à boire et à manger dans ces sujets de changement parce que beaucoup des femmes partent sans savoir pourquoi elles partent, mais elles partent quand même parce qu'on a seulement demandé la participation de femmes. Alors ce qu'on demande, ce n'est pas la participation visible, mais la participation active. C'est deux choses différentes. Donc, dans la participation de la femme, on doit comprendre la participation active de la femme en posant des actes et entrer dans la politique pour poser des actes parce que son apport est vraiment important. Ok, Madame Morena. Donc, ça veut dire que la participation de la femme est très importante. On a besoin de son apport. Parce que si on comprend bien, aujourd'hui, on veut pas seulement de ces femmes-là qui dressent la table, enfin que les autres viennent manger, mais on veut aussi ces femmes-là qui se mettent sur la même table où se prennent les grandes décisions. Je pense qu'est-ce que c'est ce qu'on peut réellement comprendre de la participation de la femme. Alors, et pourquoi vous pensez qu'il faudrait que les femmes participent à la politique? Ils peuvent laisser la politique aux hommes, bien que la politique soit un mot féminin, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait les femmes en politique? Parce que nous avons compris que pour le développement de notre pays, il faudrait l'engagement de tous. Étant donné que les femmes, comme je viens de vous dire, elles représentent 62% de la population, donc c'est très important qu'elle soit aussi active dans la politique. Pourquoi? Parce que dans la politique, on ne règle pas seulement que des questions des articles ou quoi que ce soit, mais dans la politique, on règle des questions de développement, on règle des questions de production. Alors que la femme, dans la production, elle représente 49% de production.
Donc, vous voyez que l'apport de la femme en politique, c'est très important. Il suffit juste de plus de conscientisation à son niveau et lui donner les armes qu'il faut et lui faire entrer dans cette course afin d'ensemble promouvoir d'autres sociétés. Alors, vous avez dit que l'apport, vous avez encore répété, je crois, que l'apport de la femme dans la politique est très important. Alors, vous pensez qu'il y a des défis? Est-ce qu'il y a des défis qui empêchent assez que cette participation de la femme soit active? Si réellement il y a ces défis-là qui entravent cette participation, c'est lesquels? Quels sont ces défis-là qui entravent la participation et la représentation de femmes en politique? Donc, je peux dire le premier défi de la femme, c'est la femme elle-même. La femme elle-même. Oui, parce que dans la plupart du temps, la femme, elle se sous-estime. Moi, je connais beaucoup de femmes qui disent moi, la politique, laissons ça aux hommes. La politique n'est pas un truc de femme. Laissons la politique aux hommes. Tu vois déjà, tu sens déjà qu'il y a le fait de se sous-estimer. Donc, c'est ça d'abord ce qui empêche la femme à entrer dans ce monde politique. C'est d'abord la femme elle-même. Et deuxièmement, je pense que c'est ce qu'elle a eu à subir depuis la nuit de temps, qui aujourd'hui est resté comme une coutume pour elle. La femme, c'est la maison, on peut faire d'autres travaux, mais pas la politique. Donc la politique, c'est pour les hommes parce que c'est les hommes qui ont commencé, les législateurs. On connaît que les législateurs, la plupart des législateurs, ce sont les hommes. Donc on laisse ça aux hommes. Alors que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, les choses ont changé. Avec la parité, ça nous a permis d'entrer dans tous les domaines. Donc la politique est ouverte et aux femmes aussi. C'est ce que les femmes doivent comprendre. Briser d'abord eux-mêmes ces stéréotypes-là qui leur empêchent de ne pas entrer dans ce domaine. Ok, madame. Alors, si je comprends bien, dans tout ce que vous avez dit, parmi les obstacles qui empêchent la femme à participer activement dans la politique, c'est d'abord la femme elle-même. Donc, elle-même, elle est un grand obstacle. Et aussi, vous avez dit que le poids de l'histoire, appelons ça comme ça, c'est qu'elle a vécu dans le passé, c'est ce qui l'empêche, en fait, à donner le meilleur d'elle-même. Alors, vous pensez que le poids familial, parce que ça aussi, c'est un problème, j'aimerais bien qu'on revienne encore sur les défis, parce qu'on est appelé à être mère au foyer. Je ne sais pas en tout cas si c'est votre cas, si vous êtes marié, je crois qu'on ne va pas entrer dans ces débats-là. Vous pensez que le poids familial, le fait d'occuper une responsabilité dans la famille, être femme à telle, mère de plusieurs enfants, elle doit s'élever le matin, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari. Vous pensez que le poids familial, là aussi, peut être un obstacle ou un défi qui empêche la femme à s'engager activement dans la politique? Alors, à ce stade, je veux citer les grandes figures de la politique. Je parlerai de Madame Dzuziwa Mbombo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. Tout le monde connaît Madame Dzuziwa Mbombo. C'est une dame, une dame qui a laissé son histoire en politique, mais elle a quand même géré sa famille. Il y a aussi de grandes dames comme beaucoup de dames que je m'empêche de citer peut-être le nom ici, beaucoup de dames politiques qui ont de familles, qui ont beaucoup d'enfants et qui réussissent à trouver le temps pour la famille et trouver le temps pour les enfants. Moi, je pense que la famille ne peut pas être l'obstacle pour nous empêcher à entrer dans la politique. Parce que si on veut de quelque chose, on va trouver toujours le temps d'éduquer les enfants de la famille, de prendre soin de la famille et en même temps d'agir dans la politique. Parce que ce n'est pas chaque jour qu'on est appelé à exercer au bureau, tout ça, et même pas à tout moment. On trouve toujours le temps pour le décoter. Donc, si c'est la famille, moi, je pense que ce n'est pas ça vraiment l'obstacle. Parce que si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Vous pensez que les poids de la famille, être mère de foyer, ça ne peut pas être un obstacle. Mais pensez-vous que c'est facile, c'est une tâche vraiment facile à faire? Hein, parce que je n'aimerais pas vraiment être trop féministe, mais
Pour un homme, c'est assez facile. Le matin, il peut s'élever, voilà, il trouve déjà tout est prêt pour lui. On a repassé ses habits, on a préparé le déjeuner, le petit déjeuner pour lui. Et voilà, il s'habille, il mange et puis il va au travail. Ce qui n'est pas le cas pour la femme. Ne pensez pas que c'est pas du tout facile de concilier la vie familiale et la vie en politique. Vous ne trouvez pas que c'est une situation assez difficile et très lourde comme charge pour la femme? Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude d'appeler les femmes les guerrières, les héroïnes, parce que elles font des choses qui semblent difficiles aux yeux des autres, mais elles le surmontent. C'est pourquoi je trouve même qu'elles sont très importantes dans la politique parce que elles peuvent déjà surmonter ces stress. Vous avez bien dit qu'avec les hommes, c'est différent. Vous voyez que les hommes ont souvent l'habitude à attraper directement les stress et à faire tout péter parce que non, ça, je ne peux pas le faire. Mais la femme, elle a la capacité de tout gérer d'abord dans son foyer et ensuite d'aller au travail. Donc, elle le peut. C'est difficile, oui. Rien n'est facile, c'est difficile, mais je pense que la force qu'a la femme, elle peut facilement passer au-delà de tout ça. Merci beaucoup. La femme, voilà, c'est aussi quelque chose que je partage très souvent. J'aime dire que la femme de sa première lettre F, qui ne veut pas dire la faiblesse, moi encore qu'elle est un être vénérable, mais F qui veut dire la force. Alors, Madame Morena, quelles sont les meilleures pratiques qui peuvent aider à promouvoir la participation de femmes dans le processus électoral? Parce qu'il y a des femmes qui veulent bien postuler. Elles veulent bien, oui, j'aimerais bien être un jour président de la République. Parce que les femmes arrivent aussi à rêver grand. On arrive aussi à rêver qu'un jour dans notre République démocratique du Congo, que nous ayons aussi cette femme-là président de la République. Les femmes rêvent grand, rêvent un jour de devenir députée nationale, tant provinciale ou conseillère municipale, comme vous. Vous avez postulé à la candidature provinciale dans la commune de Kinshasa. Alors, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs quelles sont les meilleures pratiques qui peuvent aider à promouvoir la participation de femmes dans le processus électoral? Premièrement, d'abord, je dirais qu'il faudrait commencer par conscientiser la femme elle-même. La conscientiser par rapport à sa participation sa participation aux élections. Lui dire combien elle est importante et ce qu'elle peut apporter dans la société. Donc, préparer la femme, lui conscientiser et lui former pour qu'elle puisse entrer dans la politique bien armée, bien formée déjà. Et je pense qu'on doit aussi veiller à ce que qui n'ait pas du sexisme au milieu politique, parce que beaucoup de femmes subissent ce genre de choses-là, même dans le milieu du travail, dans le milieu politique, tout ça. On doit veiller vraiment à ça. Parce qu'aujourd'hui, si une femme excelle, on dit parce que dans le Parlement, elle a déjà quelqu'un qui la couvre. Donc, pour enlever ça de la tête de gens, il faudrait que la femme pose des actes concrets, des actes qui se voient. Donc, se battre avec l'homme, ça ne sert à rien. Mais seulement tes capacités vont te distinguer des autres et va faire enlever cette stigmatisation qu'on nous a fait porter depuis la nuit des temps. Je pense qu'en accompagnant la femme, en l'encourageant, peu à peu, vous verrez que beaucoup de femmes vont participer activement au développement de notre pays. Il faut conscientiser la femme comme première meilleure pratique, conscientiser la femme, la former et tout. Pensez que dans notre société, ça ne se fait pas? Est-ce qu'on ne fait pas assez de conscientisation ou de sensibilisation pour pousser cette femme-là à participer activement? Si la sensibilisation, ça s'est fait, mais j'ai comme l'impression que beaucoup font des sensibilisations de la mauvaise manière. Parce que beaucoup de femmes pensent qu'être indépendante, c'est manquer du respect à son homme ou c'est révolter d'une façon méchante vers ses supérieurs ou son homme. Non, ce n'est pas ça la conscientisation. La conscientisation, c'est de montrer à la femme combien elle est capable de faire quelque chose, mais aussi de lui montrer son rôle dans une famille, dans la société et sa place, sa véritable place.
Donc la conscientisation doit se faire dans ce sens-là. C'est pas que je dis que tout le monde conscientise les femmes dans le mauvais sens. Je salue d'ailleurs ces dames fortes qui se mettent à conscientiser la femme et je leur demande de ne pas lâcher, de continuer, mais surtout aussi de leur conscientiser de la bonne manière qui soit, de leur montrer leur place, de leur montrer leur capacité et pas de leur dire que de leur former contre les hommes ou soit de dire que non, mettre une rivalité entre l'homme et la femme, non. Il n'y a pas de rivalité, il y a plus de complémentarité. On se complémente, donc la conscientisation doit se faire dans ce sens où on doit mettre les potentiels que nous avons devant. Donc voilà. Mettre le potentiel que nous avons devant, conscientiser la femme, lui dire qu'elle est très, très, très importante dans la société, qu'on a besoin d'elle d'occuper le poste de responsabilité. Alors, pendant que vous étiez en train de parler, quelque chose m'est venu en tête, en tout cas. Quelque chose m'est venu en tête, c'est un phénomène que nous connaissons tous très bien, le phénomène d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez également mettre un point de vue par rapport à ça? Parce que vous avez dit tantôt, il y a les stéréotypes tout autour de la personne, de la femme. Que si la femme est arrivée à tel niveau, si elle est arrivée à tel stade, c'est parce qu'il y a une main derrière elle qui la soutient, qui la pousse. Et généralement, c'est la main noire qu'on voit derrière la reçue de chaque femme. Alors, que pensez-vous des influenceuses des réseaux sociaux? Bon, c'est vraiment pour moi un regret de constater que beaucoup de femmes influenceuses poussent la génération vers une perversion, si je peux le dire comme ça. Du coup, on n'est plus concentré dans des choses qu'il faut pour sauver la société, mais on est plus concentré sur des futilités qui ne mènent nulle part. Mais je salue aussi d'autres influenceuses qui encouragent les femmes dans le bon sens, comme l'entrepreneuriat. La femme doit être libre, la femme doit entreprendre, elle doit développer son petit commerce afin d'aider les autres qui sont dans le chômage. Vous voyez, tout ça là, ça assiste au développement de la société. Mais il y a d'autres influenceuses qui n'aident pas forcément les développements de femmes. Et tout ça, ça nous coince au fait. On se dit, être femme, c'est être belle, avoir du rouge à lèvres, être à moitié nue parce qu'on est une femme, alors que la femme ne se limite pas qu'à ça. La femme va au-delà de tout ça. La beauté, oui, je ne me permets pas de sortir sale devant le jour ou de ne pas me maquiller, c'est mon truc, j'aime ça. Mais au-delà de ce que je présente comme apparence, il y a quelque chose qui va encore au-dessus, qui peut aider la société d'une façon différente. Voyez. Donc c'est ce que je demanderais d'ailleurs à nos influenceuses. Plutôt que de nous montrer ce qu'elles achètent, plutôt que de nous montrer que la femme doit être un peu sexy, un peu ceci, vulgaire, tout ça, montrer aux femmes leurs vraies valeurs. Positionner la femme et dites-leur qu'elles doivent travailler dur pour le changement de notre société. Parce que quand tu te développes toi-même, tu développes aussi ton entourage. Voilà. Quand la femme se développe elle-même, développe également son entourage. Voilà, on répète, on a besoin de la femme dans la politique. On veut ces femmes-là qui s'activent réellement sur le terrain, qui sont dans les actions, en fait, qui postulent pas seulement pour postuler, mais parce qu'ils ont une vision, ils ont une mission, ils ont des actions qu'elles doivent poser. Alors, maître, désolée, Madame Morena Moadi, comprenez, Madame Morena Moadi, quel est alors le rôle de parti politique? Est-ce que vous pensez que le parti politique a un rôle à jouer dans l'amélioration de la représentativité de femmes, tant au niveau national, provincial ou municipal? Vous pensez que le parti politique a aussi un rôle très important à jouer? S'ils ont un rôle, lesquels? Oui, je pense que le parti politique a un rôle très important à jouer, surtout dans l'éducation politique de la femme. Il a vraiment un très grand rôle.
Je rappelle ici que je suis la présidente de la Ligue de jeunes femmes FONUS, le parti cher au président Joseph Olengankoy. Donc, cette responsabilité-là m'a fait comprendre que c'est monsieur prend vraiment sur les développements de femmes politiques. Parce qu'on a un système de formation. Je ne vais pas aller dans d'autres partis. Je veux vous expliquer ce qui se passe dans mon parti. On a un système de formation qui booste les femmes à vraiment travailler et à s'impliquer. Et je vous jure que j'ai des femmes aux côtés de moi qui travaillent, qui bossent vraiment dur. Et tout ça, c'est partant de l'éducation et de la vision même de notre président qui est M. Joseph Olengankoy. Il a plus martelé sur l'épanouissement de la femme, surtout dans le milieu politique. Et on a reçu des formations auprès de lui, des séances de formation, que de formation et plus de travail. Donc je pense que si tout le parti politique se met à faire ce que nous faisons dans notre parti politique, je pense qu'il y aura plus de représentativité de femmes dans des élections prochaines qui viennent. Je crois qu'on a déjà clôturé avec le dépôt de candidature, je suppose. Je crois bien qu'on a déjà clôturé. Donc, il faudra attendre, par exemple, les élections en 2020, oui, les élections en 2028. Oui. 2028, c'est 2028, ça? Oui. Mais seulement, vous pensez que les formations sont suffisantes? Parce que vous pouvez bien former les femmes, mais cette représentativité-là, il faudrait qu'on le sente. Même au niveau des élections présidentielles, on peut voir sur 24 candidats, je crois, il n'y a qu'une seule femme. Il n'y a qu'une seule femme candidate. Vous ne pensez pas que les partis politiques ne jouent pas vraiment très bien leur rôle? Parce qu'on veut cette représentativité-là, que ce ne soit pas seulement au niveau de conseil municipal, mais on veut que ce soit également au niveau national, au niveau provincial, voire au niveau même de la présidence de la République. Vous ne voyez pas que les partis politiques ne jouent pas très bien leur rôle parce qu'il ne suffit pas seulement de former, mais vous avez formé, la finalité, c'est quoi? C'est quoi la fin? C'est quoi le but ultime? Merci madame pour la question. Comme nous, par exemple, dans notre parti, on a aligné plus de femmes que des hommes. Vous voyez déjà qu'il y a ces femmes, on ne leur a pas aligné parce qu'on veut aligner de candidats à domicile. Non, on a aligné de candidates qui posent des actes au terrain. On a de femmes fortes qui posent des actes, qui descendent, qui ont vraiment le souci de développement de notre pays. Et tout ça, c'est par rapport à la vision qu'on a reçue de notre président et son idéologie par rapport au développement de la société. Donc, je pense que notre courant peut changer les choses. Parce que le jeune femme FONUS, aujourd'hui, tout le monde en parle. Vous allez voir sur notre page Facebook, il y a des activités que nous faisons très souvent. Et je pense que ces courants viendra avec un changement et il y aura plus de représentativité de femmes aux élections à venir. En tout cas, on espère qu'il y aura plus de représentativité de femmes. Alors, vous aspirez aussi un jour à la présidence de la République? C'est une question que je pose comme ça, qu'un jour aussi, que vous ne soyez pas seulement député au niveau provincial. Est-ce que vous envisagez aussi ou vous envisagerez la présidence de la République un jour? Oui, je pense bien que oui. Mais pas pour l'instant. Même pas pour l'instant. Pourquoi pas pour l'instant? Ah, là, on est déjà clôturé. Non, là, on est déjà clôturé. Et puis, on se prépare d'abord. Vous savez, c'est une charge. Et moi, je pense que être président ou être présidente n'est pas un luxe. Être député, être sénateur, ce n'est pas un luxe, mais c'est une charge. Et si les gens le prennent dans ce sens-là, je pense que beaucoup de choses vont changer. Et comme c'est une grande charge, je préfère me préparer encore avant de me présenter là-bas. Ah oui, madame, il faut se préparer, c'est très important. La présidence, c'est une charge. Être aujourd'hui dans la liste ou de ceux qui décident, la liste des décideurs, c'est vraiment une responsabilité parce que vous êtes là pour servir la population, vous êtes là pour le peuple. Alors, madame Morena,
on arrive déjà vers la fin de notre émission, mais avant de chuter, quel conseil donnerez-vous à une femme qui désire entreprendre une carrière politique? Vous avez un conseil que vous pouvez donner à cette femme-là, à ces femmes-là qui disent un jour, j'aimerais bien être président de la République, j'aimerais être député, je sais pas moi, bourgmestre, ministre. Avez-vous un conseil à donner à cette femme-là qui vous suit maintenant là? Oui, si je dirais quelque chose à cette femme qui me suit depuis la maison, je lui dirais de donner le meilleur d'elle-même et surtout de s'élancer. Parce que tu ne peux pas cacher tes potentiels à la maison. Personne ne va venir te découvrir là-bas. Tu dois te vendre dans le meilleur sens qui existe. Donc, entrer dans la politique et poser des actes. Si aussi il y aurait de femmes qui souhaiteront nous rejoindre, en tout cas, venez ensemble, on va travailler et surtout, lancez-vous. Si vous avez des envies politiques, se lancer dans la politique, je vous conseillerais de vous lancer. Ça va pas être facile, mais bon, rien n'est jamais facile en tout cas, et surtout pour la jeunesse, que rien n'est difficile à la jeunesse. Je pense que avec le temps, vous allez avoir le gain de cause. Merci. Merci Madame Morena Moadi. Rien n'est facile, rien n'est jamais facile, mais il suffit de se lancer. Alors, chère dame, si vous pouvez conjuguer un verbe, c'est oser tout simplement. Comme l'a dit Madame Morena, on ne viendra pas vous découvrir chez vous à la maison. Il faudrait vous vendre, vendre du bon sens, vendre vos aptitudes, vendre vos compétences, vendre vos ambitions. C'est très important. Alors, chers téléspectateurs, vous comprenez avec moi que nous sommes arrivés à la fin de notre émission DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à votre portée. Une émission de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux diffusée à la RTCE chaque vendredi à 16h30 et mardi à 19h juste. Alors, merci Madame Morena d'avoir répondu présent à cette invitation.